Ok, eh bien bonjour à tous et à toutes. Donc là, dans ce deuxième module, on va essayer de voir tout ce qui concerne la configuration d'un projet. Alors souvent, c'est une étape qui est un peu mise de côté ou alors on trouve des options au fur et à mesure de la vie du projet et qui arrivent parfois un peu tardivement. Du coup, on va essayer de parcourir ça et bien sûr, je vais vous montrer tout ça avec quelques astuces pour aussi améliorer la vie de votre projet. Pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, je m'appelle Jean-Philippe Baconnet, je suis développeur back-end à Zenica à Nantes et je fais pas mal de choses d'un point de vue communautaire, notamment au sein de GitLab où j'ai pu intégrer le programme des GitLab Heroes. Du coup, l'objectif, c'est de faire un peu du bruit sur GitLab, faire des présentations, des articles de blog, etc. Euh, alors, si jamais vous avez des questions pendant la session, bien sûr, vous pouvez les mettre dans le chat. Bon, on verra peut-être à la fin pour prendre la parole en fonction du nombre de questions. Mais en tout cas, si dans la semaine, vous avez des questions ou des petits problèmes, n'hésitez pas à nous pinguer sur l'un des biais que vous voyez à l'écran. Généralement, je suis assez dessus, donc je peux répondre rapidement. Franchement, n'hésitez pas. Je veux dire, je suis là pour ça aussi. Euh, et comme on demande du coup de faire des exercices pratiques, bah, c'est l'occasion justement de ne pas rester bloqué. Parce que sinon, ça va être compliqué de vous aider à avancer. Donc franchement, n'hésitez pas. Euh, hop. Donc là, dans cette vague de 6 sessions, on est arrivé à la deuxième. Donc on va configurer pas mal de choses. Donc là, ça reste vraiment du survol de la plateforme encore, la plateforme GitLab. À partir de la semaine prochaine, on va rentrer dans le vif du sujet, notamment en termes d'intégration continue. Donc si vous ne savez pas du tout ce que c'est, ça va être l'occasion aussi de voir ce que c'est de manière générale. Et du coup, ça, c'est la semaine prochaine. Alors, dans le module numéro 1, on avait parlé de la création de projets, de groupes, un peu une présentation globale de l'application, donc de la plateforme GitLab. Alors, mettez dans le chat si jamais vous avez créé des projets. Comme disait Zekias, l'objectif, c'est de faire aussi, d'essayer de le faire avancer, de le faire pratiquer semaine par semaine. Alors là, l'idée du module numéro 1, c'est simplement de créer votre compte GitLab si vous n'en aviez pas un, et aussi de créer tout simplement un projet dont le nom du projet était tout simplement votre nom de votre compte, tout simplement. C'est un intérêt d'avoir créé ça. Donc, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, s'il vous plaît. Ça va nous servir pour après. Je vois qu'il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Je continue. Alors, quand on parle de configuration de projet, en fait, ça consiste en quoi? Eh bien, en fait, on va regarder déjà en termes de permission. Peut-être que vous avez créé un projet la semaine dernière et du coup, il est créé privé. Si on veut y accéder, ben, en fait, il faut gérer des permissions, des droits sur les outils GitLab. On va pouvoir aussi voir un peu vos branches. Toute manipulation peut amener des erreurs. Il est possible de faire des choses pour justement éviter ce genre d'action. Donc, je vais vous montrer comment on va faire ça. On va aussi pouvoir gérer des options Git, tout simplement de manière générale. Je ne sais pas si vous maîtrisez Git, mais il y a toute la notion de squash, de merge, fast forward, etc. Donc là, on va pouvoir voir ça et aussi surveiller le quota de notre projet. Juste pour rappel, quand vous créez un projet sur GitLab, vous avez du coup un quota en termes d'utilisateurs, un quota en termes d'exécution de pipeline, ça on verra la prochaine fois, mais du coup, voilà, on peut aussi faire la supervision entre guillemets, financière de notre projet. Donc c'est quand même quelque chose d'important à connaître euh, avant de se lancer vraiment dans la création de projet et surtout de l'ouverture du projet à tout le monde. Mais derrière, on va aussi gérer comment dire, notre planification de tâches. C'est-à-dire que dans GitLab, on est capable de créer des issues, comme on peut trouver dans GitHub, donc des tickets qui permettent de déclarer des choses à faire. Donc ça peut être déclarer un incident, déclarer simplement une question, un appel à l'aide, ou aussi la volonté de voir une nouvelle feature apparaître sur le projet. Et bien généralement, ces issues, on les a fait avec des labels pour lesquels on va pouvoir essayer de planifier facilement, surtout visuellement. Donc ça, c'est quelque chose de très important.
Puis comme on évoquait là, rapidement la semaine dernière, les milestones, c'est comment planifier son projet. Et puis aussi comment configurer les merge requests pour que ça se passe le mieux possible. Alors par contre, avant de parler de configurer votre projet GitLab, la dernière fois, c'était voulu, on n'a pas parlé de configurer ces outils. Pourquoi? Imaginons, vous allez créer un projet dans GitLab, généralement, c'est pour apporter des modifications. Donc, apporter des modifications en termes de fichiers. Alors, je dis bien fichiers et non pas de fichiers de code. Vous pouvez avoir du code, mais ça peut être aussi du graphisme, tout simplement du texte, etc. Il y a un IDE qui est quand même très répandu, c'est VS Code. Dans VS Code, il y a l'extension GitLab Workflow. Faire attention à bien prendre l'extension officielle de GitLab. Donc, c'est une extension qui évolue tous les mois. Tous les mois, clairement, il y a des évolutions en même temps que la plateforme GitLab qui va permettre en fait, d'améliorer notre vie. Tout à l'heure, je montrerai, on fera un petit test. Mais en gros, pour relire des merge requests, par exemple, actuellement, c'est plus facile de le voir dans VS Code que dans l'interface graphique de GitLab, surtout si là, on parle de code. C'est intéressant. Et en fait, on peut aussi, donc sans quitter VS Code, être capable de voir les issues, les merge requests du projet. Donc ça, c'est intéressant parce que je suis développeur, donc je vais garder le contexte de dev. Quand on est dans du dev, on a une liste d'issues à gérer, peut-être des merge requests à reviewer. Et là, en fait, à partir de ça, on va pouvoir directement voir les issues dans notre VS Code, donc sans aller sur l'interface graphique de GitLab. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça évite de faire des switches. Ça fait gagner un petit peu de temps, mais c'est bien fait. Et du coup, on peut aussi voir, donc là c'est la partie de la semaine prochaine, on peut aussi voir l'état de nos pipelines d'intégration continue, pareil, sans quitter notre VS Code, donc c'est assez pratique. Alors, bon, oui, je fais du Java, j'utilise, même si j'utilise d'autres outils, j'utilise parfois IntelliJ. Et en fait, l'intégration, elle est toute récente. Avant, il y avait des tentatives de choses, je sais que je ne les utilisais jamais. Mais là, depuis la dernière version d'IntelliJ, donc qui est sortie, je crois, le mois dernier, au mois d'août, en fait, ils sont améliorés aussi pour pouvoir avoir les merge requests directement intégrés dans votre projet. Pareil, éviter de quitter votre IDE préféré. Donc ça, moi, je ne l'ai pas testé encore. J'ai voulu le faire hier, mais du coup, je ne sais pas pourquoi, la configuration GitLab n'était pas présente dans mon IDE. Il y a un outil qui est génial, c'est GLab. En fait, c'est un projet qui a été initié par quelqu'un qui ne travaille pas chez GitLab. C'est Clément. Je n'ai plus son nom de famille, normalement je dois dû le mettre. C'est Clément. Clément Sam, voilà. En fait, il avait créé ce projet dans GitLab, et en fait, GitLab a tellement apprécié, ils l'ont intégré directement dans le projet GitLab depuis, peut-être depuis cette année. Je reste vague. Donc, le but d'une CLI, c'est quoi? C'est une command line interface. L'objectif, c'est de faire des choses dans GitLab, sur le projet GitLab, sans quitter votre terminal. Donc là, dans le petit GIF, donc c'est le GIF du site, mais je ferai une petite démo tout à l'heure, on pourra regarder ensemble. Donc ça va être l'idée on va pouvoir cloner des projets, on va pouvoir aussi créer des projets, créer des issues, lancer des pipelines, etc. Donc en fait, ça peut permettre d'aller plus vite si vous êtes un adepte du terminal. Donc voilà, donc là j'ai parlé de l'objectif de la configuration d'un projet, l'importance de configurer ces outils aussi pour travailler dessus. Et du coup, là, tout simplement, en fait, on va aller voir un peu comment ça se passe. Alors, je vais zoomer un petit peu, je pense que c'est assez gros. Donc là, je suis reparti sur le projet que j'ai créé la semaine dernière. Donc le menu, je vais vous le passer parce qu'on l'a vu la semaine dernière, mais là, on va passer directement dans les settings. Dans les settings, je ne sais pas si vous avez déjà navigué, on peut changer le nom de son projet. Là, il dit on ne peut pas, ça c'est GitLab qui le gère. On peut mettre des petits topics pour que ça apparaisse sur le nom de votre projet. Donc ça va améliorer aussi la recherche dans GitLab de vos projets. Alors, je ne sais pas si on va mettre Brian. Allez, il existe, on va le mettre. Et on peut mettre une petite image, bien sûr, pour que ce soit un peu plus sympa, etc. Donc ça, c'est vraiment les settings générales, les plus simples. À partir de là, on va pouvoir aussi avoir la visibilité de notre projet. Là, le projet, la semaine dernière, je l'ai rendu privé. Là, on va dire que je le mets public, ouvert à tout le monde. On peut aussi avoir le fait que des utilisateurs puissent me demander l'accès. Donc, si jamais vous voyez ce projet-là,
vous pouvez me demander l'accès au projet. Et à partir de là, on va avoir un ensemble d'interrupteurs, de feature toggle, qui va permettre d'activer ou non des éléments pour un différent typologie de personnes, on va dire. Donc là, la dernière fois, je vous ai dit que GitLab, c'est une plateforme DevOps qui permet de faire beaucoup de choses. Et ben en fait, on peut voir, par exemple, le wiki. Voilà, GitLab met à disposition des wikis. Ben, je peux désactiver le wiki, tout simplement pour mon projet. Pourquoi je le ferais? Parce que j'en ai pas besoin du wiki. Et en fait, ça va nous permettre de gagner un peu de place dans le menu de gauche, parce qu'on voit que là, il y a pas mal de choses. Encore, tout est disponible, tout est plié, mais je peux les déplier, etc. Mais on peut voir que je peux ne pas en avoir besoin. Par exemple, on va dire que là, la partie environnement, donc c'est quelque chose qu'on verra dans l'avant-dernier module, on va dire que je vais le cacher. C'est-à-dire que ici, alors il faut que je le retrouve, du coup, est-ce qu'il est enlevé tout de suite? Je vais le réactiver. Ça change, je ne sais plus. Environnement, il est là. Donc en fait, si je le désactive, quand je vais enregistrer, hop, mon menu se rafraîchit et je ne sais plus où j'étais. J'étais ici. On voit que l'environnement n'est plus disponible. Donc en fait, il y avait une ligne de moins dans mon setting. Donc là, clairement, c'est pas grave si vous le laissez. Mais au moins, quand les personnes arrivent sur le projet, ils vont un peu être moins perdus, ou ils vont déjà se dire, ah bah tiens, ce projet ne travaille pas avec telle ou telle partie. Ça peut être intéressant. Et derrière, on peut imaginer que par exemple, une merge request, seulement les membres du projet ont accès. Comme ça, si du coup vous voyez mon projet qui est public, vous ne verrez pas les merge requests, parce qu'en fait, j'aurais réglé la permission. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et puis, si jamais on veut empêcher les gens de forquer le projet, soyons fous, on peut aussi le désactiver. Bon, là, dans les cas de projets qui ne sont pas open source, ça peut être une opportunité. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'on peut activer pas mal de choses et les enregistrer. Donc ça, c'est là où on voit justement l'activation ou non des principes DevOps de l'application. Ça peut s'expliquer. Hein. Un projet qui contient uniquement de la documentation, on n'a pas besoin de mettre en place tout ce qui est stockage d'images Docker, etc. On peut. Après, on a des petites choses de customisation. On peut ajouter des badges sur notre projet. Qu'est-ce que c'est un badge? C'est tout simplement une étiquette qu'on va avoir sur la page d'accueil du projet qui a donné quelques informations. Par exemple, si on fait du développement, est-ce que le code coverage, il est à quel pourcentage il est en fait. Donc ça va être important de le voir. Et du coup, GitLab met en place une petite chose comme ça pour faciliter. Quelque chose que moi j'adore au quotidien, c'est le service desk. Qu'est-ce que c'est? En fait, l'envoi par défaut, il est activé. Et on voit, en fait, que GitLab met à disposition une adresse mail pour votre projet. Donc là, on voit que mon projet, il est dans le groupe GCA Groupe Formation. Le nom de mon projet, c'est My First Project. Et derrière, on a un issue at incoming.gitlab.com. Allez, on va faire un petit test. Vous pouvez essayer de m'envoyer un mail sur cette adresse-là. On va voir ce que ça fait. Je garde un peu de teasing. Donc après, en fait, on peut compléter ce truc-là. L'objectif, en gros, c'est que vous allez envoyer un mail. Vous allez recevoir un mail en copie en disant que votre mail a été pris en compte et que derrière, il est tracé dans le projet. Et tout à l'heure, on verra si quelqu'un m'envoie un mail, comment ça a été tracé. Et du coup, là, on peut customiser, en fait, pour justement formater, en fait, le mail de retour d'une certaine façon. Et puis après, on peut aussi mettre le name que vous allez avoir dans votre boîte mail quand vous aurez envoyé le message. Ouais, je suis enregistré. Et on a aussi des options avancées. Donc là, c'est vraiment en fait pour exporter le projet, si on veut le déplacer, si on veut l'archiver parce que le projet n'est plus actif, ou tout simplement si on veut changer le place du projet, c'est possible. Et aussi transférer vers un nouveau groupe de projet GitLab ou tout simplement supprimer le projet. Donc là, c'est vraiment des settings très générales qui permet en fait de faire pas mal de choses. On va aller voir merge request. Donc là, en fait, on va pouvoir définir la configuration des merge requests sur notre projet. Par exemple, on va choisir la méthode de merge. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire un merge commit comme de base il existe sur certains projets, ou alors dire
En fait, non, je vais en fast forward une merge. Donc ça, il faut avoir des connaissances pour Git. Mais en gros, ça va modifier l'arbre Git de votre projet. Et du coup, pour rappel, on peut voir en fait on peut voir le graphe ici. Hop, je partage. Et en fait, on peut voir. Là, il n'y a que moi qui m'amuse sur ma branche. Mais en fait, ça revient un peu à des outils Git qu'on peut trouver, dont je zappe les noms, mais il y a des outils graphiques Git pour faciliter. On peut voir. Et derrière, on peut aussi faire pas mal de choses. Est-ce qu'on autorise les squash commits? Donc, c'est réduire le nombre de commits faits sur votre MR en un seul. Dans l'arbre Git, toujours sympa de limiter les commits, mais certains, du coup, ne veulent pas ou alors rendent obligatoire. C'est un choix. Pareil, dans les merge requests, en fait, on peut aussi configurer en disant que le bouton qui va permettre de merger la merge request est uniquement actif quand la CI/CD passe. Donc là, c'est hop, on revient à la semaine prochaine. Mais en gros, dans la CI/CD, on va pouvoir vérifier pas mal de choses, notamment la qualité du code produit. Et si jamais il y a un souci par rapport à une règle diverse et variée, on peut rendre obligatoire la correction en cochant cette option. Et derrière, quand on va merger, en fait, on va avoir des commits de merge qui vont suivre un template. Donc, si on veut, on peut s'amuser à le changer. Vous avez le droit. Et du coup, en fait, il nous propose que derrière, on peut utiliser pas mal de variables. Et on voit qu'ici, on a le titre de l'AMR, l'issue, et puis la référence à certains tickets. Donc ça aussi, on peut le changer, si on le veut. Donc la partie CI/CD, on ne verra pas. Sur le registry, je fais l'impasse vite fait. L'heure qui passe. Et du coup, on voit qu'on a la partie quota, où en fait, on voit que là, par exemple, mon projet fait 10 kg. Donc ça va, il est quand même très petit, en même temps, c'est un peu logique. Et derrière, en fait, il va expliquer où se trouve le poids de ces 10 kilooctets. Donc là, on voit que tout le repository est pris dedans. Mais on peut voir après que je peux avoir les éléments qui sont en dessous qui prennent du poids. Et du coup, si ça prend du poids, ça peut valoir de l'argent sur le projet, etc. Alors maintenant, on va voir si quelqu'un m'a envoyé un petit mail. Non, personne ne m'a envoyé de mail. C'est dommage. Je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Je vais faire une vidéo. Donc en fait, ce petit message, donc le service desk, en fait, permet de créer des issues tout simplement avec le contenu de votre mail. C'est-à-dire que si jamais, l'objectif c'est quoi de faire ça? C'est en gros imaginer une adresse mail qui est lue par le support de votre projet. Comme ça, dès que quelqu'un a la moindre question, en fait, il peut envoyer un message. Et pour éviter que ce mail soit perdu, en fait, il est tracé dans une issue directement. Là, je n'ai pas reçu le retour, ça va prendre un peu de temps. Voilà. Donc là, en fait, on voit que j'ai une issue qui a été directement créée. En fait, j'ai envoyé un mail vide. Du coup, je l'ai envoyé avec ma boîte Zenica, donc on voit ma signature qui apparaît là. Donc oui, la mise en page, elle n'est pas folle, mais par contre, on peut mettre des liens, on peut mettre des screenshots, ils apparaissent dedans. Et à partir de là, en fait, on peut configurer notre issue. Bon, ça, c'était juste un test pour cette partie-là, mais je vais créer une issue directement. Si on veut créer une issue, on peut tout simplement aller là. Et je vois que ma connexion, elle galère. Donc là, on va dire ma first issue. Et derrière, en fait, on va pouvoir le supprimer là. C'est un petit brouillon qui reste derrière. Du coup, créer un ticket. Et l'objectif, en fait, quand on crée un ticket, c'est de simplement dire ce que c'est. Est-ce que ici, un bug, ou alors est-ce que c'est une suggestion d'amélioration? Est-ce que c'est une nouvelle feature? Voilà. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est une question? Donc là, en fait, on voit que je pourrais écrire du blabla comme je veux. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et que derrière, quand on la crée, j'ai fait le minimum, entre guillemets, syndical pour notre issue. J'ai un titre, j'ai une description. Par contre, quand on crée des issues, dans un projet, c'est toujours bien d'avoir une certaine cohérence. Une cohérence dans quoi? Une cohérence dans la rédaction des issues. Et ça, en fait, on peut
entre guillemets, l'imposer, ou du coup, convier les gens à la remplir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des templates. Là, dans un template, j'en ai créé un issue template, et dès que j'ai cliqué dessus, en fait, on va voir, alors c'est un template très light, mais du coup, en fait, j'indique aux gens qu'il faut me raconter, est-ce qu'ils peuvent m'écrire une description du bug, et pourquoi pas, qu'est-ce que suggère comme incident. Comme ça, en fait, au niveau du formalisme, eh ben, je vais toujours avoir la même chose. Et en fait, c'est carrément une bonne pratique parce qu'en tant que contributeur du projet, en fait, on voit que ça c'est carré. En tant que mainteneur du projet, en fait, on voit que bah, en fait, on retrouve la même syntaxe, donc en fait, on va beaucoup plus vite dans l'étude de notre projet. Et quelque chose qui est important, c'est la création de labels. C'est quoi un label? En fait, les labels, donc la dernière fois, je l'avais montré, je crois que j'en avais créé un. En fait, on voit que j'ai un label qui s'appelle question. Magnifique. Beaucoup d'inspiration. Et en fait, c'est toujours bien d'avoir dans vos issues des labels. Et en fait, on voit qu'on a, hop, allez ici, je vais pouvoir taguer avec mon champ question. Et comme ça, derrière, quand on va regarder la liste des issues, en fait, on va avoir une petite coloration syntaxique. Là, j'en ai que un, mais si vous regardez les issues qu'il y a côté GitLab, il y a 2 lignes de coloration. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi cliquer dessus. Et là, en fait, on va filtrer pour voir toutes les issues qui ont le label question. Alors, effectivement, quand on est sur une liste d'issues, en fait, on a un ensemble de recherches. Je pourrais refaire la même chose. Mais GitLab aime bien en fait faciliter la vie et éviter des clics. Là, vous voyez que j'ai tapé label, j'ai tapé i, j'ai tapé question et j'ai tapé entrée, alors que normalement, j'aurais pu directement cliquer là. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. Et du coup, créer des templates de projet, c'est quelque chose qui est assez sympa. Alors, comment on fait ça? Eh bien, en fait, hop, je vais passer par là. Il ne reste plus que 9 minutes déjà, c'est super vite. Donc, comment j'écris mon template de projet? En fait, c'est directement dans le projet. En fait, GitLab, c'est dit, tout ce qui va concerner la configuration de votre projet, je vais pouvoir le mettre dans un répertoire .gitlab. Et derrière, en fait, on a des répertoires clés. Donc là, des répertoires, si vous faites une faute d'orthographe dans l'un des deux, en fait, vous voyez que ça ne va pas marcher. Donc là, on va faire un focus sur les issues. Et en fait, on voit que mon issue, c'est tout simplement un fichier Markdown. Du coup, voilà, je ne sais pas, je fais une petite modification vite fait. C'est un fichier Markdown qu'on va tout simplement pouvoir modifier, committer directement sur le projet. Et si on voit, j'y arriverai jamais à retrouver l'issue du premier coup, si on voit que j'en crée une autre, mon template, il est toujours dispo. Et en fait, on voit, alors, là, il y a toujours un petit brouillon. En fait. Là, je suis toujours sur ma deuxième issue que j'ai essayé de créer tout à l'heure. Je vais recommencer. Pardon. Et là, on va voir hop, mon template et on voit que ça a légèrement changé. Et encore, j'ai un doute. Non, je ne suis pas synchronisé. Donc, je vais recommencer. Hop. Et voilà, on voit que il y a moins de lignes, etc. Donc en fait, vous voyez qu'avec des fichiers Markdown, on peut faire des templates de votre projet. C'est assez sympa. Autre chose qu'il faut regarder, configurer, donc là c'est pareil, c'est quand on crée des branches. Il y avait une préconisation, moi je sais que j'aime bien, c'est de dire, dès que je travaille sur une issue, on se l'affecte, ça ok. Mais derrière, en fait, je vais directement créer la merge request. Et là, c'est pareil, GitLab propose de le faire en automatique, soit sans modifier leur configuration, ou soit on peut directement dire, en fait, moi, ma branche, je vais l'appeler feature. Et ça, je crois que ce template de branche, on peut le configurer dans les settings de votre projet. Et à partir de là, je vais créer la merge request. Et en fait, il va directement me créer ma branche Git pour le faire. Quand on crée une merge request dans GitLab, il y a le petit préfixe draft qu'on peut jouer avec ce bouton. Et en fait, le fait d'avoir une merge request en draft va vraiment dire qu'on est en brouillon. Et du coup, GitLab va bloquer le merge de ce genre de merge request. Donc c'est pratique, comme ça au moins on n'a personne qui vient sur une merge request en cours de travail par quelqu'un et qui va la merger sans faire attention. Et pareil, dans la description des merge requests, on peut avoir des templates, donc j'en avais créé un très rapidement.
Et en fait, bon, là, voilà, j'avais mis des choses, expliquer ce que l'AMR fait, et on peut imaginer une checklist avec un cas pour, par exemple, forcer la personne qui crée la merge request à dire, par exemple, est-ce que le linter, il est bon en local, ok, est-ce que l'issue, elle a une description, ok, très bien, est-ce qu'on aurait pu rajouter, est-ce que la documentation, elle est à jour, oui, non. Derrière, ici, là, c'est juste simplement du markdown, c'est-à-dire que ça va pas gêner, en fait, la merge request, mais ça va être un indicateur visuel pour la personne qui va relire la MR, sous-entendu que vous avez créé une MR en respectant bien les recommandations du projet. Donc à partir de là, je vais créer ma merge request et donc je retrouve tout simplement aussi mon formalisme, etc. Et on voit que là, la merge request, elle a récupéré directement le label associé à mon issue. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant. Et là, on voit que je me le suis affecté. Très bien. Donc là, ça, c'est en termes d'issue milestone. Et généralement, quand vous avez un projet, vous avez quand même des échéances. Si vous êtes en agilité, vous allez travailler par sprint. Moi, je sais que j'utilise ça pour travailler par semaine. Donc là, imaginons, on va dire que c'est une milestone dédiée à cette session numéro 2. Du coup, elle a commencé le 6 septembre. Allez, on va dire le 5. Et elle va finir le 7. Et bien, à partir de là, je vais avoir un board directement qui est disponible avec tous les issues qui sont dedans. Pour le moment, j'en ai pas, c'est logique. C'est logique parce que je n'ai pas sélectionné d'issue que j'arrive vraiment pas à récupérer. Donc là, je vais le faire rapidement, je vais prendre les deux. Hop, vous allez en voir qu'une. On va avoir un petit champ milestone et derrière, en fait, c'est là où on va voir la session. Donc là, on retrouve aussi, c'est intéressant, la première milestone que j'avais initiée. Hop, je re-switch. En fait, on voit qu'elle était notée comme expirée. Et du coup, en fait, j'ai même supprimé, mais du coup, elle expire. Donc là, en fait, on voit que dans ma session numéro 2, j'ai 2 issues. On voit qu'actuellement, je n'ai pas de merge request, que je suis tout seul comme participant et que j'ai un label. Donc, ça peut être pas mal parce que ça donne un état en haut à droite d'avancement de la milestone. Donc, en termes de gestion de projet, c'est quelque chose qui est quand même sympa à suivre. Et en fait, qu'on oublie régulièrement parce que même si on est dev, entre guillemets, moi, je sais que j'aime bien essayer de définir une roadmap de mon projet. Et du coup, je passe par la configuration de milestone, d'issue et des merge requests. Il me reste un tout petit peu de temps pour vous montrer justement la clé. Hop. Il me faut un terminal ici. Donc là, en fait, j'ai configuré l'outil du coup GLab. Voilà. Il me dit OK, très bien. Normalement, c'est bon. Si je fais un GLab, en fait, je peux voir les issues directement ici. Je vais agrandir. Donc là, en fait, sans quitter mon terminal, je peux être capable de voir les issues. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Je peux voir les releases, je peux voir les MR. On va voir les MR. Et on voit qu'il y a une seule merge request du coup en ouverte qui est ici. Et après, si jamais je sais plus la suite, du coup, on peut taper directement par exemple MR. Et par exemple, on peut s'amuser à rajouter une note. Tiens, on va rajouter une note. Du coup, MR, j'ai dit que c'était quel identifié. C'est la une, ça devrait aller une note. On va voir si ça marche. Et non, je me suis planté, mais c'est pas grave. Enfin, et par exemple, on peut s'amuser à créer une issue directement, en fait. Là, elle va directement nous dire quelle issue, quel template vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez prendre le template standard ou une issue normale? On va dire qu'on va prendre le statut. Ici, on va mettre issue from GLab. La description, allez, je vais rien mettre, tant pis. Et je vais submit. Là, on voit que j'ai une issue qui a été initiée. Et du coup, pour vous montrer
Je ne raconte pas de bêtises. En fait, l'issue, elle est déclarée ici. Donc là, cette CLI, elle est vraiment très intéressante parce qu'on peut aussi voir l'état des pipelines. Donc là, c'est encore l'autre partie qu'on va voir la semaine prochaine. Mais retenez que ce qu'on va voir la semaine prochaine, en fait, vous pourrez avoir une représentation graphique à partir de cet outil GLab. C'est très intéressant. Et pour finir la configuration de votre projet, on peut aussi voir la partie workflow. Ah oui, ça, j'ai pas configuré. Ça ne peut pas marcher par là. Ça ne peut pas marcher par là. Je vais peut-être pouvoir. Je regarde si je peux le montrer VS Code direct. C'est quand même assez sympa. Allez, je coupe 2 secondes, je remets. N'hésitez pas si vous avez des questions toujours. Je vais y arriver. Ouais, mon connexion est machine. Donc, je vais vous laisser voir. Je vais vous laisser, je suis désolé, avec les screens que j'avais dans le slide. Voilà, c'est compliqué, ça arrive. Je ne comprends pas. Ma connexion est mode. Bon, bref, c'est un peu le screen que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, ici directement, je vais pouvoir avoir le job, mon pipeline, ce qui s'est passé. Je vais avoir des logs. Et par exemple, je peux avoir aussi des merges requests disponibles directement ici. Hop. Et là, on peut voir ce qui a été modifié. Donc là, j'ai fait une modif sur ce fichier-là. Et si je zoome, en fait, on peut voir directement ce qui se passe. Donc, c'est plus facile de le voir ici que dans GitLab, je trouve. Et surtout, ça permet d'avoir le contexte de tout le projet. Et c'est quelque chose qui est vraiment sympa à regarder. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté. Je ne déborde pas plus. Si vous faites du GitLab, pensez à configurer cette partie-là. Et je vais revenir au slide très rapidement. C'est tout simplement pour vous remercier de votre attention et pour prendre toutes les questions que vous voulez. Si je retrouve le bon slide. Ok. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ah ouais, désolé. Tu as un livre à nous recommander pour la fin là? J'avais vu, tu m'envoies un truc là, mais comme je suis connecté là, je n'arrive pas à le voir. Ouais, alors du coup, c'est un livre qui va surtout être intéressant pour la semaine prochaine. Je mets le mien ici. C'est pour justement comment automatiser tout l'aspect DevOps, du coup, dans GitLab avec tout ce qui est GitLab CI. Donc voilà, donc c'est un livre que du coup j'ai participé en tant que relecteur avec Sharia. Donc du coup, je vous le conseille parce qu'il est vraiment sympa. Même en tant que relecteur, j'ai appris des trucs aussi. C'est gratuit ou il faut l'acheter? Non, il faut l'acheter par contre. Ok, ça marche. Donc, du coup, je crois que c'est ce livre-là qu'on va donner. On va sélectionner 3 personnes et puis on achète et puis on leur donne ce livre-là. Je pense que ça sera une très bonne idée, non? Pour continuer la formation sur GitLab. Et donc là, les 2 sessions qu'on a vues, c'est vraiment de l'introduction à comment sauvegarder du code. Si vous connaissez GitHub, normalement, vous n'êtes pas perdu. Par contre, ce que je disais la dernière fois, c'est que toute la plateforme GitLab, en fait, c'est une plateforme DevOps. Et du coup, qui dit DevOps dit CI/CD. Donc, ça va, les choses sérieuses, entre guillemets, vont commencer la semaine prochaine. Et du coup, on peut faire tellement de choses avec la CI/CD que derrière, oui, le livre, dans ce cas-là, il est très pertinent parce qu'il va expliquer justement beaucoup de choses sur cette partie-là de GitLab. Ok, donc du coup, le livre, ça sera un plus dans tous les cas pour les participants de la formation. Ok, je crois que ça sera mieux. On va partir avec l'idée de livre et puis on va laisser l'idée de cours en ligne parce que c'est quand même la vidéo, ça revient au même.
Donc, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc je disais que pour la formation, donc j'ai demandé au speaker à ce qu'il puisse établir une liste de tâches à effectuer pour les sessions qu'on aura à effectuer. Et à la fin, vous aurez à partager le projet euh, de GitLab, le projet de GitLab que vous avez créé grâce à la session de formation et puis les tâches qu'on aura à vous donner et le projet dans lequel vous aurez à effectuer ces tâches-là, vous allez partager le projet avec nous à la fin de la formation. Et comme ça, nous, on va aller checker pour voir si vous avez effectué les tâches qui ont été demandées. Et puis, en fonction de ça, on va faire un classement. Et puis, les 3 premiers, ils vont recevoir le livre d'automatisation DevOps avec GitLab CI/CD. Si on arrive à trouver d'autres livres, ben, on pense actuellement aux livres de Kubernetes, de Docker, de Rudy Lavache. Et puis, si, je ne sais pas s'il y a d'autres livres, Jean-Philippe, si tu trouves d'autres livres qui sont intéressants toujours pour tout ce qui est CI/CD, si tu peux nous envoyer tout ça. Comme ça fera partie des lots qu'on va donner aux participants qui ont suivi du début jusqu'à la fin. Par contre, pour cette session, je ne sais pas s'il y a des tâches à effectuer pour les participants. Je suis en train de les écrire dans le chat. Okay. Donc, du coup, les participants, n'oubliez pas, attendez pour prendre les tâches. OK, les tâches sont là. Ouais. Donc, alors, du coup, ce que disait, en fait, c'est que la dernière fois, normalement, vous avez créé un projet, enfin, vous avez créé votre compte GitLab, vous avez créé un projet. Du coup, là, l'idée, c'est de le configurer un peu. Alors, du coup, vous allez le configurer un peu comme vous voulez. L'objectif, c'est vraiment de parcourir les settings qu'on vient de voir ensemble et de supprimer, par exemple, certains modules. Par exemple, j'ai mis Wi-Fi, mais c'est Wiki. Hein, okay. Par exemple, le Wiki, vous pouvez l'enlever. On ne va pas l'utiliser, donc vous pouvez l'enlever et voir un peu ce que vous allez faire. Derrière, vous allez essayer de créer des labels sur votre projet. Alors, les labels, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être question, ça peut être, allez, on va mettre configuration, on va mettre CI/CD, je l'ai mis en dessous. Derrière, vous allez pouvoir créer une issue, par exemple, pour initier un projet. Donc, l'issue, elle peut s'appeler tout simplement My First Issue. Et derrière, en fait, vous allez créer une MR en draft à partir de cette issue. Et du coup, de me la signer. Me la signer, c'est-à-dire qu'il faut m'inviter au projet. Vous allez voir, ne fait rien de mal. C'est juste pour du coup que j'aille voir qui justement joue le jeu de faire des choses dans GitLab. Et puis comme ça sera plus facile pour vous aider si besoin. Est-ce que ça te va, ça, Ezekias? Oui, c'est bon. Ok. Ça me va. En tout cas, n'oubliez pas de prendre les notes parce que c'est sur ça qu'on va se baser pour définir à la fin qui sont ceux qui vont bénéficier des livres qu'on va acheter pour vous, pour vous permettre de pouvoir continuer votre formation. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu as un dernier mot de fin. Bah, amusez-vous bien. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas.